Merci Vincent, merci d'avoir accepté mon invitation. Vincent Houba, qui es-tu? Si je devais résumer moi en une phrase, c'est impossible. Ce que j'ai envie de partager aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est que Vincent, je l'ai rencontré, je crois, dans les années 2010-2012. J'ai été allée à un événement à Paris, oui, qui s'appelait Happy Lab, qui avait été organisé par Johanna Kellen, une amie qu'on a en commun. Yes. Et puis, Vincent faisait partie des intervenants qui proposaient des expériences autour du bonheur. Et quand il nous a vendu, entre guillemets, son atelier en présentant ce qu'il allait nous partager, j'ai vu dans sa mallette qu'il avait des oreilles de girafe et des oreilles de chacal. Je me dis, tiens, on va s'amuser avec lui. Donc, j'y suis allée à son atelier. Et en fait, c'est là où j'ai découvert pour la première fois la notion de communication non violente. Et je sais pas, en 2 heures, il y a un truc qui s'est passé pour moi, ça a fait tilt. C'est vraiment ta pédagogie qui m'a touchée. Et après, je suis allée voir sur Internet ce que tu faisais. Moi, c'était une phase de ma vie où j'étais en grosse remise en question professionnelle et personnelle. Et quand j'ai vu que tu proposais avec une autre personne, donc un autre ami que nous avons en commun, Stéphane Rio, vous proposiez des expériences dans le désert, je me suis dit, j'y vais. Et c'est un peu comme ça que notre relation a commencé. Et voilà, j'ai envie de te laisser te présenter parce que tu as un parcours avec des casquettes multiples. Mais ce qu'on partage tous les deux, c'est cette envie de reconnexion au vivant, cette envie de comprendre l'humain dans toutes ses dimensions, à la fois physiques, mais aussi des dimensions plus invisibles, plus spirituelles. Et j'ai envie de dire, dans ce moment particulier qu'on est en train de vivre, du confinement, avec toutes ces incertitudes qui ressortent, je trouve ça dommage que dans les médias classiques, on focalise vraiment sur les problèmes, sur les mesures barrières, sur plein de choses qui sont importantes, bien évidemment, ou alors on commence à projeter sur le monde du futur. Mais je me dis, ça peut être hyper intéressant de prendre le temps de partager avec d'autres personnes qui sont dans, déjà maintenant, comment on accueille tout ce qui se présente à nous dans cette incertitude. Comment on prend le temps de nous connecter à cette boussole intérieure. Et voilà comment j'ai pensé à toi. Je te laisse le micro. Qui es-tu, Vincent Houba? La question qui tue. Déjà, bonjour et merci de m'avoir invité à cette discussion ensemble. Qui je suis? Je suis un citoyen belge qui a toujours rêvé d'être architecte et donc j'ai fait des études d'ingénieur architecte et pendant 25 ans, j'ai été architecte. Donc, j'ai construit des bâtiments et en même temps, j'ai toujours été assez passionné. Passionné n'est peut-être pas le bon mot, c'est plutôt curieux, interpellé par le vivant, par la vie, par la nature. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents agriculteurs, donc mon jardin faisait des hectares et des hectares. J'ai passé des journées entières seul dans la nature. Et je crois que ça a été ma meilleure formation, ma meilleure école, en fait. Et donc, j'ai par la suite beaucoup lu de livres de psychologie, psychanalyse, etc. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir des moments un peu plus difficiles, qu'on appelle des moments de crise. Bon, un moment un peu dépressif à l'âge de 20 ans, mais ne sachant pas où m'adresser, j'ai respiré un bon coup et j'en ai repris pour 10 ans. Et 10 ans plus tard, il y a eu des petits événements dans ma famille qui ont fait que j'ai en fait surréagi, j'ai été dans une réaction disproportionnée par rapport aux événements. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je m'occupe de ça. Et c'est là que j'ai démarré en 91 ce qu'on appelle un travail sur soi. C'est-à-dire que j'ai fait un séminaire qui s'appelait justement Qui suis-je avec la fondation PRH, Personnalité et Relations Humaines. Et pensant régler tous mes problèmes en 2 week-ends, en fait, j'en ai pris pour plus de 30 ans. Mais j'ai découvert d'abord dans ces 2 week-ends de formation comment je fonctionnais, quelle était un peu mon histoire. J'ai découvert en fait ma problématique, je vais dire entre guillemets. Mais aussi, surtout, il y avait un exercice dont je ne me souviens absolument pas de la teneur, mais c'est un travail sur l'être, un exercice sur l'être. Et pour moi, ça a été une révélation qu'à l'intérieur de ce corps physique, il y avait un être. Et ça a été un bouleversement dans ma vie. Et de là, j'ai continué alors à
j'ai démarré un travail en individuel. J'ai rencontré une dame pendant 21 ans. J'y suis allé 2 fois semaine, régulièrement chez elle. Et là, c'était de la thérapie au début, mais c'était plutôt un travail plutôt spirituel parce que je n'avais plus besoin d'y aller, je dirais. C'était plus de la thérapie, c'était plus un travail de croissance personnelle, c'était un travail de développement spirituel en fait. Et 21, ben, ça correspond à 3 fois 7. 3 fois 7, 21, on est adulte à 21 ans. Et moi, assez étonnamment, ce travail s'est bouclé naturellement après 21 années. Et entre-temps, tout en faisant ce travail, j'ai fait énormément de formations de plein de choses. J'ai exploré, j'ai investi beaucoup de temps, d'énergie et d'argent avec des bonheurs divers, mais que je ne regrette absolument pas. Et tout ce travail qu'on pourrait dire d'introspection, mais j'aime pas beaucoup ce mot-là, moi. Je trouve qu'il n'est pas joli. C'est tout un travail de découverte, un travail de déblayage, en fait, pour dégager le vivant en soi. Je me suis dit, tiens, c'est bien de travailler sur soi, mais il y a aussi le collectif. Donc, je me suis intéressé après un peu plus au collectif, pardon, à l'intelligence collective, aux modes de gouvernance alternatifs comme la sociocratie, etc. Et je me suis vite rendu compte que toutes les méthodes et les outils d'intelligence collective pouvaient être très puissants à condition que le matériau soit bien préparé. Et que de faire de l'intelligence collective avec des égos sur pattes ou avec des blessures non résolues ou même non identifiées, c'est une galère. Et donc, je me suis dit, tiens, il faudrait plutôt mixer les deux et faire du développement personnel au sein du collectif, et faire des allers-retours entre les deux et vraiment essayer de décloisonner développement personnel et développement collectif. Voilà. Moi, je suis pour le décloisonnement. Et bon, de fil en aiguille, j'ai eu un autre événement dans ma vie qui m'a beaucoup bousculé il y a 13 ans. Et ça a été le moment de me dire, bon, j'ai pas mal travaillé l'intérieur, là, tout est prêt, mais je n'ai rien actualisé encore dans le monde. C'est comme si j'avais rien changé à ma vie. Et grâce à cet événement qui a tout ébranlé, où j'ai tout perdu, j'ai vraiment fait l'expérience du quand tout s'effondre, je demeure. Il y a un jeu à l'intérieur qui était suffisamment du coup construit, consolidé, qui a pu demeurer au milieu du déluge. Et comme disait souvent Christiane Singer, restez debout au milieu de votre désastre. Et de cette expérience-là, après, j'ai décidé après j'avais perdu maison, vie de famille, couple, etc. Donc je me suis dit, allez, je continue, je perds profession et pays. Allez, on va tout balancer. Voilà, j'ai suivi le flux et pourquoi, je n'en sais rien, mais ça a été une évidence que j'ai arrêté mon cabinet d'architecture et je suis allé m'installer à Paris en 2012. Alors moi, je n'avais jamais vécu à la ville, j'avais toujours vécu à la campagne. Et c'était une évidence quand je suis arrivé. J'étais comme à la maison et je suis resté 7 ans à Paris. Donc là, depuis 1 an, je suis installé à Bruxelles. Et donc en 2012, j'ai arrêté l'architecture minérale, j'ai envie de dire, matérielle, et j'ai créé un cabinet qui s'appelle les architectures invisibles, parce qu'entre-temps, j'étais devenu effectivement aussi psychoanalyste et formateur certifié en communication non violente. Et donc, je m'étais toujours dit qu'un jour, j'allais quitter peut-être l'architecture pour faire totalement autre chose. Et en fait, le temps que ça a pris, toute cette transition, ça a pris de nombreuses années. Moi, je suis assez lent et résistant. Toute cette transition m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je ne changeais pas de métier, que je restais profondément architecte, mais que j'allais changer de matériau. Et qu'en fait, construire un bâtiment ou construire un être humain dans la relation d'accompagnement ou construire des équipes dans les organisations, ce sont les mêmes principes du vivant. Il faut commencer par les fondations, il faut construire. Voilà, on ne va pas dans la spiritualité avant d'avoir construit et nettoyé le psychisme et son histoire. Et en fait, aujourd'hui, j'accompagne. En fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Hein. Tu vois déjà le temps que ça prend pour dire ce que je fais. Avant, architecte, tout le monde comprenait. J'ai plusieurs casquettes. J'accompagne en individuel, j'accompagne des individus, mais aussi des chefs d'entreprise,
des managers, etc. J'accompagne des équipes, je donne des conférences, j'anime des retraites. En fait, il y a plein d'outils qui sont là, il y a plein d'approches, comme tu disais, il y a plein de casquettes. Mais effectivement, ce qui nous réunit, c'est que les casquettes ne sont pas importantes, en fait. Et moi, je ne veux pas m'enfermer dans une casquette. Là, j'essaye tout doucement de sortir de l'étiquette dans laquelle on m'enferme souvent, qui est formateur en communication non violente. De grâce, je suis bien plus que formateur en communication non violente et je ne suis pas que ça, quoi. Ce sont des portes d'entrée pour moi. Tous les moyens, les techniques, les méthodes, etc., sur les choses sur lesquelles on met des copyrights, sont des portes d'entrée. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on essaye d'atteindre au milieu. Et pour moi, toutes les portes d'entrée sont bonnes du moment qu'on ne fait pas des chapelles l'église, quoi. Les portes d'entrée ne sont pas l'église. La porte d'entrée dans une cour, c'est pas la cour, quoi. C'est pas le centre de la cour, c'est juste un moyen d'y accéder. Et je déplore que souvent, on s'attache un peu aux méthodes, on défend des églises comme ça, et du coup, on y perd le sens, on y perd le sacré, et on y perd l'intention qui est à la base. Ouais, j'ai envie de. Il y a deux choses qui me font rebondir par rapport à ton partage. La première, c'est qu'en effet, ce que j'aime beaucoup dans ton évolution, c'est comment tu crées des ponts avec ton premier métier et tout ce que tu fais aujourd'hui. Et comme tu dis, pour moi, tu es un architecte à la fois du visible et de l'invisible, et tu as réussi à combiner les deux. Je trouve que c'est important de dire ça parce que dans les personnes qui nous suivent, il y a pas mal de personnes qui sont surtout avec le confinement, dans une quête de reconversion, de se dire, ah bah tiens, ce métier me correspond plus. Est-ce que je faisais autre chose? Et il y en a beaucoup qui disent, il faut que je casse carrément avec mes anciens choix. C'était pas les bons, c'était des conditionnements. C'était pour faire plaisir à papa, à maman. Et il faut que je me lance dans quelque chose de complètement nouveau. C'est peut-être votre chemin. Mais ce que j'observe, moi, puisque je traîne aussi dans ce milieu de la reconversion et de la quête de sens depuis plusieurs années, je me rends compte que les gens qui arrivent vraiment à cheminer pleinement avec leur essence, c'est parce qu'ils arrivent à faire des ponts avec leur ancienne vie. C'est vrai. Pas forcément de manière très claire, mais en tout cas, il y a quand même un lien. C'est pas un hasard si notre âme a décidé de s'incarner avec ses parents, avec ses expériences, avec ses choix dans un premier métier. Et je pense vraiment qu'il y a une continuité qui, quand on prend un peu de recul, a vraiment toute sa logique. Donc, c'est la première chose que je voulais dire. C'est vrai, et on pourrait avoir l'impression parfois de se dire ah mais j'ai perdu mon temps ou j'ai perdu des années, mais non, pas du tout. Oui, c'est des chemins que la vie nous invite à explorer pour, encore une fois, apprendre, expérimenter et encore faire le tri. Effectivement. Sur ce dont on a besoin et ce dont on n'a plus besoin. Oui. Et la deuxième chose, juste, j'ai eu la chance, parce qu'on parle de réorientation, moi j'ai eu la chance, dans l'accompagnement que j'ai reçu pour cheminer vers ma réorientation, d'être avec quelqu'un qui me disait toujours, la pérennité d'un changement de vie, c'est le temps qu'on passe à la transition. Parfois, quand on va trop vite dans le « Ah là là, je découvre un truc, c'est super, j'y vais, clac, je change de vie », mais non, on ne change pas la vie. Oui, parfois, il faut passer à un moment de fulgurance, mais il faut prendre du temps à bien ressentir les choses, à bien les pétrir pour être sûr qu'après, c'est durable, quoi. À bien laisser infuser le thé. C'est ça. Ouais, et la deuxième chose, et je rebondis sur ces deux points parce que je trouve que c'est vraiment en lien avec cette incertitude là où on est tous plongés en même temps, quasiment toute l'humanité. Tu disais, il faut faire attention à ne pas confondre l'outil et le centre de la cour. Toi, dans l'univers d'où tu viens, de la communication non violente ou d'autres approches de développement personnel, moi je le vois aussi dans le milieu des médecines. Et des médecines alternatives et complémentaires, où là aussi, je sens beaucoup de guerre de chapelle, que ce soit avec la médecine conventionnelle ou entre elles. Alors que je pense vraiment qu'en ce moment, on a besoin de connecter tout ça ensemble et de créer cet espace pour que les personnes puissent sentir ce qui est bon pour elles, à quel moment, en fait. Et finalement, c'est tous les domaines là qui sont touchés. Effectivement, et de croire qu'une chose peut faire tout, c'est du pouvoir et ça devient sectaire. Croire par exemple qu'avec la communication non violente, je vais tout aborder, tout régler, non. Il y a
un travail sur soi, parfois des blessures d'enfance, etc. C'est pas avec de la CNV. La CNV va m'aider, bien sûr, la communication non violente va m'aider, va me donner des moyens d'accéder, mais les chapelles doivent s'entraider, en fait. Ouais. C'est se donner la main. De nouveau, on est dans un système binaire qu'on essaie de transformer par du développement personnel ou spirituel, et on retrouve les mêmes formats finalement sous d'autres couleurs. Et, et ça, pour moi, ça reste toujours de l'ego qui reste derrière et qui n'est pas encore érodé. Ça, il faudra jusqu'au bout de la vie pour l'éroder complètement, mais cette humilité de toujours s'en remettre à la vie, en fait, au mystère du vivant. Et c'est vrai que dans le domaine notamment de la santé et de tout ce qui est médecine parallèle, moi j'observe souvent un espèce de pouvoir aussi, de vouloir donner un sens à tout, d'avoir une réponse à tout, une explication à tout. Bien sûr qu'on explore et qu'il y a plein de ponts qui se font, que tiens, avoir mal cette dent-là, ça veut peut-être dire que, etc. Mais attention aux généralités, parce qu'il reste toujours le mystère du vivant. Et une chose qui est pour moi importante dans ces domaines-là, c'est que je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui n'est pas suffisamment travaillé, c'est la mortalité. C'est-à-dire, j'ai un corps qui est mortel, j'ai un corps physique qui aurait une finitude, qui est limitée, et heureusement qu'il est limité, que la vie incarnée est limitée, parce que ça permet de la remplir, sinon on aurait l'univers pour faire une peinture, on ne peint pas, quoi. Mais tant qu'on n'a pas fait ce chemin-là de s'accepter, d'être mortel et d'avoir une finitude, je crois qu'on met beaucoup d'attachement à essayer d'être immortel quelque part, même si on n'en est pas conscient. Et je crois qu'il y a beaucoup d'approches de santé qui sont dans ce sens-là, d'être toujours jeune ou que tout aille toujours bien, plutôt que d'être dans l'acceptation du vivant. Et moi, je l'ai vu avec des amis notamment qui sont partis aujourd'hui, qui sont décédés assez jeunes de cancer, par exemple. Et j'ai vécu ça avec Christiane Singer, qui elle, bon, elle n'était pas si jeune, mais quand même, elle avait 64 ans, c'est pas vieux, quoi. Et plein de gens qui ont dit, mais comment ça se fait, une personne aussi spirituelle, blabla, blabla, c'est pas normal. Mais c'est quoi ce truc de se dire que parce que je fais un travail sur moi, parce que je suis dans la spiritualité, parce que je suis dans le rayonnement, je vais échapper au mystère du vivant. Qui est-on pour dire qu'une personne, bon, elle est en échec parce qu'elle meurt d'un cancer peut-être? C'est peut-être la résolution de son âme. On n'a pas à toucher ça. Il y a un espace, et je l'ai vu, moi j'ai une amie comme ça qui est partie il y a 40 ans, et on avait une autre amie qui était thérapeute et qui lui a sorti mais des monstruosités, je trouve, par rapport au fait que mais tu récidives, mais tu manges comme ça, blablabla. Et la bienveillance, quoi, et s'incliner devant le mystère du vivant. On peut s'en approcher, mais il y a toujours un espace qui pour moi est intouchable, quoi. Il faut toujours laisser une place pour le « je ne sais pas ». Je ne sais pas. C'est d'actualité, ça. Comment je navigue dans l'incertitude? Comment tu fais, toi? Mais moi, quand j'ai des stress ou quand j'ai des angoisses ou quand je me demande comment payer mon loyer, ça m'arrive d'avoir des petits moments comme ça où je suis pris par l'émotionnel. Oui, parce que pour rappel, donc, tu es indépendant. Là, aujourd'hui, tu n'as pas de salaire, tu n'as pas une boîte qui te verse un salaire régulièrement. Donc, voilà. Et comme moi, je suis, voilà, j'ai tout perdu à un moment donné. Le peu qui me restait, je l'ai investi en allant à Paris, en me réorientant, etc. Et voilà, je navigue comme une feuille au vent. Mais c'était important pour moi aussi. Mais je ne dis pas que tout le monde doit vivre ça. Tout le monde n'a pas à faire l'expérience de l'effondrement et de tout perdre. Moi, je devais le faire parce que je crois que mon ego avait besoin de ça pour être cassé, pour casser cette coquille, pour que l'intérieur puisse se livrer et que je puisse avancer dans la vie avec une plus grande confiance. Et que la confiance n'est pas dans un compte en banque, en fait. Donc, effectivement, là, je suis sans revenu là, depuis le fin février et sans réserve. Donc, voilà. Mais j'ai confiance en la vie. J'ai confiance et en même temps, de temps en temps, il y a des petits stress. J'ai parfois une journée off où je me dis j'y arriverai jamais, mon Dieu, mais
je vais me retrouver à la rue, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis, je m'en remets toujours à me dire, bon, la vie a toujours une solution. Est-ce que jusqu'à présent, je me suis retrouvé sur le trottoir? Non, j'ai toujours eu un petit moment où, au dernier moment, il se passait toujours quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment il y a deux phrases que j'aime beaucoup qui sont « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça veut dire que je fais ma part, mais je n'ai pas le pouvoir sur tout. Et que je dois aussi, je fais ma part, je fais ce que je peux, et pour le reste, je m'en remets à plus que moi, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle la vie, qu'on appelle Bouddha, Krishna, n'importe comment, peu importe, je m'en remets à plus parce qu'il y a une intelligence supérieure pour moi qui est à l'œuvre. Ça, c'est une conviction profonde que j'ai de mes expériences, de mes explorations, c'est qu'il y a un grand dessein. Il y a un grand dessein, voilà, il y a quelque chose. Alors, c'est pas que mon destin il est tracé au millimètre près, mais c'est qu'il y a une voie, il y a quelque chose, et je peux le colorer, ce chemin, mais il y a un chemin. Et chaque fois que j'essaie de prendre un autre chemin, c'est le libre arbitre qu'on nous a laissé, hein, c'est dis oui à la vie, tu vivras, mais je peux dire non au vivant. Et chaque fois que je force, ben, c'est douloureux parce que la vie, elle doit me remettre sur le chemin avec des épreuves, en fait. Et l'autre phrase, c'est « Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous déplaceriez des montagnes. » Et souvent, je me dis « Purée, je n'ai même pas la foi comme un grain de moutarde. » C'est petit quand même. Hein. Et voilà, j'ai une enseignante aussi qui nous disait souvent, quand on est en doute, quand je doute, j'ai peur, etc., elle disait « Le doute est le muscle de la foi. » Et donc aujourd'hui, quand je doute, quand j'ai des doutes, chaque fois je repense à ça, je me dis, allez, tu remets une pelletée de foi dans ta chaudière. Quoi. Remets-toi à la vie. Et chaque fois que j'arrive à le faire, que je me dis, allez, je dois faire un saut quantique dans la confiance en la vie, j'ai un pas à faire, il y a du brouillard, je ne sais pas s'il y a un sol en dessous de mon pied ou pas. Quoi. Il faut que j'y aille. Mais en général, jusqu'à présent, il m'est rien arrivé de grave. J'ai tous les jours ce dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire. Et voilà, donc l'incertitude, elle est là, l'inquiétude, elle est là, le je ne sais pas, il est là. Ce qui se passe aussi, c'est que dans tout ce cheminement, je me souviens vraiment d'avoir fait un jour l'expérience du « je ne sais pas », parce que je n'avais pas la solution à ma problématique. Alors que moi, je suis quand même je suis ingénieur quand même aussi à la base. Hein. La base, ça fonctionne assez bien. Ça m'a permis de survivre, ce mental, et toujours chercher une solution, chercher une issue. Et je me souviens d'avoir rendu les armes, je ne sais plus quelle situation c'était, mais je m'en souviens encore. Je me souviens, j'étais à la table de ma salle à manger, et je lui ai dit, ben là, je ne sais pas. Et j'ai senti la jouissance du je ne sais pas. Mais quelle liberté! Quelle liberté de dire je ne sais pas, mais ça va aller. Ça va aller. De toute façon, je vais y arriver, puisque je vais mourir un jour. Le jour de ma mort, il va arriver. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, je suis sur un tapis roulant. Le temps, il passe. Je ne peux pas agir là-dessus. Je peux agir sur la façon dont je le vis, mais je ne peux pas agir sur le fait qu'un jour, je serai demain. Donc, j'aurai traversé. Donc, je me dis, mais pourquoi je vais m'inquiéter à l'avance de comment je vais traverser? Parce que de toute façon, par la porte ou par la fenêtre, je vais traverser. Donc, autant voir comment je peux traverser au mieux, le plus confortablement possible ou en souffrant le moins possible. Et donc, ça pour moi, c'est une connexion au vivant, de me dire, ça aussi, ça passera. Je vais le traverser. Ouais, c'est hyper puissant ce que tu dis de se dire je ne sais pas et d'oser le dire et d'oser le sentir aussi dans son corps pour voir ce que ça fait. Moi, je trouve que c'est hyper puissant en ce moment et de voir que collectivement, il y a plusieurs personnes qui prennent conscience de ça à différents niveaux, au niveau politique, au niveau médical, scientifique. En fait, on se rend compte que personne ne sait. Exactement. On le disait avant de commencer l'interview, peut-être que c'est justement la vie qui nous invite à explorer, comme personne ne sait,
peut-être que c'est le moment que chacun aille voir ce qui est vivant en Oui. chacun de nous et ce qui est juste pour chacun de nous en ce moment. Comme tu disais, toi, tu avais un besoin d'intérioriser, enfin, de revenir dans ta caverne en début du confinement, et là, tu commences à sentir que les énergies reviennent. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est un autre rythme, c'est un autre cycle, et que c'est hyper important d'être à l'écoute de soi et de ses besoins. Effectivement, et je rebondis sur ce que tu dis parce que dans cette volonté de toujours savoir, qui est un piège, hein, parce que je le vois chez beaucoup de changemakers, par exemple, les gens qui dans nos environnements travaillent beaucoup sur le monde de demain, etc. On veut déjà prévoir. Et en fait, mais chaque fois qu'on veut savoir, c'est comme si on devançait la vie. Et on bloquait quelque chose. Et on bloque. Mm. Et oui, on bloque le canal parce qu'on ne s'ouvre pas à la laisser venir. Plutôt que de vouloir construire le monde de demain, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire et qu'il ne faut pas non plus être dans une certaine prospective, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, hein, mais il faut toujours avoir l'humilité d'oser lâcher au fur et à mesure ce que je pense construire. Parce que c'est ça en permanence qui nous est demandé de faire, c'est peut-être de tourner la loupe. Là, on a envie de la mettre à l'extérieur en disant, voilà, on va faire ça, ça, ça. Déjà, regardez à l'intérieur. Oui, il y a vraiment une rétroversion à faire, hein, de plonger à l'intérieur pour… moi, je crois que la chose essentielle avant de construire quoi que ce soit, c'est d'abord de déblayer à l'intérieur pour livrer passage à la vie. Est-ce que je livre passage au vivant ou pas? Ce serait comme un accouchement, en fait. Mais c'est un accouchement, bien sûr. C'est de laisser cette énergie nous traverser, c'est d'être au service. Et c'est la même chose de se dire construire le monde de demain, mais le monde, il va se construire en le faisant, en le vivant. C'est en le vivant qu'il se construit. Et donc, est-ce que nous pourrions le laisser advenir? Il n'attend qu'une chose, c'est de se vivre ce monde. Et après, on verra ce qu'on fait pour régler les choses au fur et à mesure. Mais déjà projeté, c'est déjà projeté à partir de ce qu'on connaît. Et donc, quand on projette, quand on imagine le monde futur, il y a le piège de ne pas être dans du neuf total. Et je crois qu'on est dans une période où justement on n'est plus à essayer d'aménager des systèmes et de les prolonger. On est à un moment de bascule où il y a du neuf, totalement neuf, qui frappe à la porte. Et là, ça nous demande d'être vierge en fait. Parce qu'autrement, si je veux projeter le monde de demain, je vais le projeter à partir de ce que je ne voulais plus du monde d'avant. Ça veut dire que c'est toujours l'énergie de l'ancien qui construit les fondations du futur. C'est un peu maquillé avec différentes casquettes, différents mots. Et, voilà. Ça ne va pas être de bonnes conditions, ça. Et je dirais, moi, je vais vous partager ce qui s'est passé pour moi en début de confinement et qui est ma boussole actuelle. Je me souviens, le premier week-end, c'était samedi soir, je me suis dit, je ne mets pas de réveil, demain c'est dimanche. Enfin, de toute façon, en confinement, c'est tous les dimanches. Et donc, je m'éveille royalement à 9h, j'ouvre les yeux et je vois qu'il y a du soleil et j'ai tout de suite une pensée qui me dit « Ah, il y a du soleil, il faut en profiter. » Et mon corps qui me dit « Ah non, je veux rester sous la couette. » Et là, je me suis dit « Oh là, il se passe déjà quelque chose. » Ça fait 3 secondes que je suis éveillé et je me suis dit « Mais je vais observer ça, j'ai du temps, je vais observer ça. » Du coup, je me suis levé à 11h. Hein, j'ai mis 2 heures pour observer. J'ai vu qu'en fait, il y a des injonctions qui viennent de ma tête. Il fait beau, il faut en profiter. Bon, j'ai senti que mon corps est en résistance. Ok, je me dis, je vais écouter mon corps. Puis une autre injonction. Oui, mais tu as du temps, là, il faut écrire. Et puis, n'oublie pas que tu as ton yoga, et puis il y a la méditation. Donc, en fait, toutes des injonctions qui viennent et qui peuvent paraître sympas, puisque c'est dans le sens de la spiritualité, du bien-être, etc. Tu pourrais te dire, c'est des chouettes injonctions, sauf qu'elles viennent du haut. Elles viennent de mon mental, ça veut dire qu'elles sont en rapport avec l'extérieur. Ça ne vient pas du fond, ça ne vient pas de mon énergie vitale. J'ai observé que chaque fois que j'avais une injonction, la plus belle soit-elle, ça créait un stress dans mon corps. Et là, je me suis dit, mais c'est comme ça que je vis au quotidien, même avec mes meilleures intentions. Je dois changer de nourriture, je dois faire régime, je dois faire ceci, cela. Ça crée du stress et je vis du stress permanent sans m'en rendre compte, en fait. Et donc, j'essaye vraiment, je me suis dit, mais non, mon énergie, elle sait, la vie en moi, elle sait ce qu'elle veut.
Et parfois, l'énergie, elle est au repos, mais elle n'est jamais à l'arrêt total. C'est comme quand on fait du tantra, là où on a les mouvements qui sont presque statiques, mais ça bouge légèrement. Et à un moment donné, l'énergie, hop, elle a envie de mouvement. Et c'est de suivre ça. Et du coup, là, j'ai passé au moins 3 semaines, je n'avais plus du tout d'horaire, je mangeais pour la première fois de la journée à 16 heures, j'ai tout laissé aller parce que je voulais vraiment reformater mes cellules Ouais, à tu as fait comme un l'organisme. reboot. Ah oui, vraiment, c'était delete, allez, hop, on efface les vieilles mémoires là, et puis tu te laisses faire par la vie. C'est pas facile en société, c'est juste que je suis en reformatage à l'intérieur, et ça pour moi, ça contribue à la confiance, de sentir qu'il y a un mouvement de vie en moi qui ne s'arrête jamais et qui fait vraiment la boucle du lemniscate, comme ça, il y a un moment pour le repos, le ressourcement. On ne reste pas tout le temps dans le ressourcement, à un moment donné, hop, il y a l'action. Et le moment d'agir, ce n'est pas le moment de se ressourcer. Et c'est comme ça. Et l'énergie, c'est ce qu'elle fait. Et donc, je la laisse faire. Parfois, quand je suis un peu perdu, je me laisse aller dans des mouvements automatiques comme ça. Heureusement, je suis tout seul dans mon confinement, donc ça va. On ne va pas appeler les ambulances. Pour laisser recirculer l'énergie, en fait. Et ça me reconnecte à de la confiance en la vie. Ben oui, en fait, ça te reconnecte à ta base à toi, à ton socle à toi, à l'intérieur. Là où, en ce moment, à l'extérieur, bah, il n'y a plus trop de socle, quoi. C'est ça. C'est Ouais. du repérage, en fait. C'est de lâcher les repères extérieurs. J'ai été tenu par les repères extérieurs sans jamais vérifier est-ce que mon corps est d'accord là, avec ça. Et en fait, notre corps, c'est prioritaire d'y revenir. Mais vraiment, mais prioritaire. Les réponses y sont. Vraiment, en plus, c'est vraiment ce que je ressens, en tout cas, comme invitation du moment. Reviens dans ton corps. Là, tu es entre quatre murs. De quoi ton corps a besoin, de quoi il a envie, l'espace pour s'exprimer et pour aller rencontrer les fameuses injonctions du mental dont tu parlais. Exactement. Et comment tu vas les faire dialoguer ensemble pour pas que ça se déséquilibre et que ça crée trop de stress. Mais tu sais, on pourrait rester des heures comme ça en fait. T'as C'est vu vrai. le passé? C'est vrai. C'est passionnant le vivant. C'est sans fin. C'est clair. Et moi, de toute façon, depuis un petit moment déjà, à chaque fois que je suis face à une situation qui me met dans un endroit de doute ou de questionnement, et il y en a pas mal en ce moment, à chaque fois, il y a la petite phrase qui vient qui dit « La vie, c'est ce qu'elle fait. Ouvre-toi. » Et souvent, c'est ta voix qui vient, figure-toi. Ah, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on l'a dit, ça, la vie, c'est ce qu'elle fait. La vie, c'est ce qu'elle fait. Et donc, moi, c'est vraiment avec ça que j'ai envie de terminer ce partage, c'est que vous puissiez vraiment sentir déjà ce que j'aime beaucoup avec les échanges avec Vincent, c'est que comme tu incarnes pleinement ce que tu dis, en fait, il suffit juste de se laisser porter et tu vois, ça vibre au niveau des cellules, en fait. Et pour moi, déjà, ça, c'est un espace, c'est déjà thérapeutique en soi. Et puis, de toute façon, si vous avez envie de poser des questions ou de proposer des choses en lien avec tout ce qu'on a partagé et ce que Vincent nous a partagé, vous pourrez mettre les questions en commentaire sous la vidéo et je te les ferai parvenir. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Parce que j'ai juste envie de boucler sur le fait que souvent on entend des personnes qui disent « Ah là là, mais là, ce qui m'arrive, la vie m'a lâché. Quoi. La vie m'a lâché. » Mais non, la vie, elle ne nous lâche jamais. Jamais. Et elle nous aime en permanence. Mais c'est nous qui lâchons la vie en n'écoutant pas le vivant. Oui, en fermant les œillères, en fait. Donc vraiment, c'est vraiment de se reconnecter à ça, au vivant dans le corps, et puis à l'amour, parce qu'on est là que pour ça, en fait. On est là que pour ça, que pour ça. Clair. Le besoin de base, c'est le besoin d'amour, en fait. Mais oui, et le besoin d'aimer et de rayonner cet amour, on est juste là, venu rayonner chacun à sa manière singulière. Il y en a, c'est dans l'action, il y en a, c'est dans la pause, il y en a, c'est dans la créativité. Mais c'est de l'amour, il ne faut pas se leurrer. On essaye que d'aimer à travers tout ce qu'on fait, même les choses les plus tordues. Ouais. Ouais, c'est un beau message pour terminer avec l'amour. Oui. Ne lâchez jamais l'amour. Merci Vincent. Je te fais de gros bisous de Guadeloupe vers la Belgique. Et Bruxelles vous embrasse. Et j'espère que dès qu'on déconfinera et qu'on retrouvera des avions, si il y en a, ce sera avec plaisir pour
nous revoir en chair et en os. Sinon, on apprendra à voler. On peut aussi le faire. Exactement. Ouvrons-nous à tous les possibles. À bientôt. Au revoir.